Il est 2h, merci d'être avec nous sur BFM TV. Notre édition spéciale se poursuit en direct. Emmanuel Macron a donc été réélu président de la République. Il l'emporte avec 58,55% des voix contre 41,45% pour Marine Le Pen, selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur. Résultat moins net qu'en 2017. Dans son discours, le président réélu a parlé d'une ère nouvelle. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Troisième élimination en revanche pour Marine Le Pen, mais avec un score définitif de 41,4% des suffrages. Jamais le Rassemblement national n'a été si près du but. Sans avoir félicité son adversaire, Marine Le Pen affirme en revanche qu'elle poursuivra son engagement politique et elle a immédiatement appelé à la mobilisation pour le 3e tour des législatives mi-juin. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. À peine ce second tour achevé, la bataille des législatives était déjà lancée. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont déjà tournés vers ces législatives. Tous deux entendent mobiliser les électeurs pour apporter une opposition claire à l'Assemblée nationale. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Merci d'être avec nous en direct sur BFM TV à un peu plus de 2h du matin. Emmanuel Macron a donc été réélu président de la République avec 58,55% des voix contre 41,45% pour Marine Le Pen, selon des résultats définitifs, désormais communiqués par le ministère de l'Intérieur. Les Français ont fait majoritairement le choix de la continuité. Le chef de l'État a célébré cette victoire au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, où il est arrivé peu avant 21h30. Et tout comme il y a 5 ans, Emmanuel Macron a longtemps marché, souvenez-vous, dans la cour du Louvre en 2017, marché avec le son de l'hymne européen également, comme il y a 5 ans. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul, il était accompagné de son épouse, Brigitte Macron, ainsi que d'enfants et de jeunes. Emmanuel Macron a longuement pris le temps de saluer ses soutiens et les militants venus fêter cette victoire. Le fond, la forme, que retenir de cette soirée? Mathieu Coache était au Champ de Mars pour BFM TV. Sur la forme, d'abord, on se souviendra d'une soirée extrêmement sobre qui s'est d'ailleurs terminée très vite ici sur le Champ de Mars. La fête n'a jamais vraiment commencé. Discours étonnamment court pour le président de la République, environ une quinzaine de minutes. Et sur le fond, une main tendue qui restera. Il adresse un message très clair à ceux qui se sont abstenus, à ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, à ceux qui ne partagent pas ses idées. Parce qu'une nouvelle ère, dit Emmanuel Macron, a commencé. Ça ne sera pas la continuité, mais l'invention d'une nouvelle méthode refondée pour 5 ans de mieux, dit Emmanuel Macron, qui parle très clairement aux électeurs de Marine Le Pen. Écoutez. Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun, et en continuant d'œuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève,
mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. À la fin de son discours, et ça n'était pas prévu, Emmanuel Macron n'est pas rentré à l'Elysée. Il a pris la direction de la Lanterne, la résidence du chef de l'État à Versailles, où il passe une partie de ses week-ends. Son équipe a déjà prévenu qu'il passerait une bonne partie de la semaine à préparer la suite, à réfléchir, une semaine de transition. Le seul événement à l'agenda du président de la République réélu, c'est le Conseil des ministres mercredi matin. Et ils étaient près d'un Français sur 3 à ne pas être allés voter aujourd'hui, 28,01% précisément. Dans son discours, Emmanuel Macron a donc aussi adressé un message à ceux qui se sont abstenus, ainsi qu'à ceux qui ont voté Marine Le Pen. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Beaucoup de réactions après la réélection d'Emmanuel Macron, notamment celle de la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Ozière, qui s'est confiée à BFM TV après la victoire d'Emmanuel Macron. Sa parole est très rare. Elle s'est félicitée de ce résultat au micro de Bruce Toussaint depuis le Champ de Mars. On est extrêmement fiers d'avoir un président sortant qui est là encore 5 ans après avec le score qu'il fait. On n'a pas craint parce que sur le terrain, quand on y allait, en l'occurrence, moi par exemple dans les Hauts-de-France, les gens avaient une envie et beaucoup ont dit il était là pour nous. On n'est pas forcément d'accord avec nous, mais il a été là pour nous pendant 5 ans et on a confiance en lui pour l'avenir, donc on y a toujours cru. Je pense qu'il y a des défis importants à relever. Maintenant, comme il l'a dit, il veut écouter, rassembler. Et donc je pense que même si c'est difficile, il sera à la hauteur parce qu'il le fera avec tout le monde. Et toujours parmi les proches d'Emmanuel Macron, on va écouter à présent les militants, les soutiens du président réélu qui sont venus également sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel et ils se félicitent évidemment de cette victoire. Un grand soulagement, un très grand soulagement de voir que on a réussi quand même à se fédérer autour de la politique d'Emmanuel Macron et pas uniquement contre Marine Le Pen. Nous étions tous inquiets. Parce que c'était très très dur, surtout par rapport aux résultats qui sont venus des Antilles et ça, on n'était pas bien, mais on avait espoir, on savait que tout allait bien se passer. Et bravo, on a pu gagner. Je suis soulagée et pour moi, je suis satisfaite parce que pour moi, l'avenir est bien tracé. Je suis dans la sécurité, je ne suis plus dans l'insécurité. En tout cas, les résultats sont au rendez-vous. Les Françaises et les Français ont sans doute fait le meilleur choix dans cette campagne présidentielle, celui d'Emmanuel Macron. Un score net, mais l'écart est moins important qu'il y a 5 ans. Le pays est divisé. La partie ne sera pas simple pour Emmanuel Macron, selon Laurent Neumann. Écoutez son analyse. Il y a 3 mots qui résument un petit peu toutes celles et tous ceux qui sont succédés à notre micro. L'émotion d'abord, parce que il y a une forme d'émotion à avoir un président de la République réélu, le premier hors cohabitation sous la Ve République. Donc forcément l'émotion liée à la victoire. Une forme de gravité aussi dans la bouche de toutes celles et tous ceux qui se sont succédés. Tout le monde a conscience quand même que ce qui va s'annoncer à partir de demain est une période extrêmement compliquée. Pas seulement d'ailleurs parce qu'il y a les législatives, mais parce que il va falloir recoudre le pays et parler notamment à ces 42% d'électeurs qui ont choisi Marine Le Pen. Et puis une forme d'incertitude, Agathe le disait il y a un instant, c'est qu'au fond, aucun de ces ministres ne sait quoi que ce soit sur son avenir personnel. Et on a bien compris en écoutant certains qu'ils rêveraient de rempiler, mais pour le moment, cette prérogative, elle appartient au président de la République et au Premier ministre qu'il désignera. Aucun d'entre eux n'a de certitude sur son avenir personnel et c'était assez frappant en les écoutant les uns et les autres. On peut même dire il est assez probable qu'ils seront très nombreux, alors pas forcément ceux qu'on a reçus ce soir, mais ils seront très nombreux à ne pas être reconduits dans un nouveau gouvernement. Je vous le confirme. A priori, Emmanuel Macron devrait garder peut-être 4-5 ministres, les ministres qui ont le plus imprimé, disons, dans ce mandat.
Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal notamment sont cités pour rester, mais même les ministres quand même assez charismatiques ou d'envergure comme Éric Dupond-Moretti ne savent absolument pas le sort qui leur sera réservé. Et quand le président de la République dit ce ne sera pas un quinquennat dans la continuité, tout le monde a bien compris qu'il n'allait pas changer que la méthode, mais sans doute les têtes aussi. Alors cette année, l'écart est moins élevé entre les deux finalistes qu'il y a 5 ans. Emmanuel Macron avait alors récolté 66,1% des voix, Marine Le Pen 33,9%. Selon Olivier Véran, le ministre de la Santé et soutien d'Emmanuel Macron, il y aura une continuité, mais il y aura aussi un changement de méthode. D'abord, une immense reconnaissance pour les Français qui se sont déplacés pour aller voter et qui ont fait confiance au président de la République. C'est la première fois que sans cohabitation, un président est réélu dans l'histoire de la Ve République. Le score est finalement assez large, 57-58%, nous verrons. Donc d'abord, ma première remarque, c'est qu'on ne va pas gâcher la victoire. Après, ça n'empêche pas d'avoir des constats. Une abstention qui a été élevée au second tour, un Rassemblement national, l'extrême droite qui fait le score le plus élevé qu'elle ait jamais fait, ce qui nous oblige pour la suite. Vous avez parlé de continuité ? Oui, il y aura la continuité puisque c'est le président qui est réélu, mais il n'y aura pas la continuité dans la façon de mener l'action publique. Et des messages importants qui ont été portés par les Français lors du premier tour notamment, ont été entendus, on l'a vu d'ailleurs dans l'entre-deux tours, pour plus de justice sociale, plus d'écologie, et donc un changement de méthode aussi, davantage concerter les Français. C'est en responsabilité que nous accueillons ce résultat, qui est aussi évidemment un soulagement pour pour nos institutions, pour la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Quand on est un progressiste, on ne peut qu'être satisfait ce soir. Alors Emmanuel Macron n'est pas rentré à l'Élysée, il passe la nuit à la Lanterne, cette résidence réservée au président qui se trouve à Versailles dans les Yvelines. Les précisions sur place de Justine Fontaine pour BFM TV. Emmanuel Macron se trouve ici à la Lanterne, l'une des résidences du président de la République. Nous sommes à Versailles. Alors cette résidence, elle se situe à quelques centaines de mètres d'ici, puisque pour être très honnête, on nous a demandé de nous éloigner pour préserver l'intimité du chef de l'État et de ses proches. Alors Emmanuel Macron est arrivé ici en fin de soirée. Il est venu directement après son discours au Champ de Mars. Il a réalisé un bain de foule et il a ensuite pris la route du Champ de Mars jusqu'ici à la Lanterne à Versailles. Le chef de l'État donc qui passe donc la première nuit de son nouveau quinquennat dans cette résidence. Pour ce troisième scrutin d'affilée, Marine Le Pen est donc à nouveau battue, mais jamais l'extrême droite n'avait réalisé un score aussi élevé. Et Marine Le Pen, malgré la défaite, parle même d'éclatante victoire. Elle fait 7 points de plus en effet qu'il y a 5 ans. Elle ne compte pas se retirer de la politique. Elle appelle même à continuer le combat pour les législatives. Émile Darcourt. Scander son prénom pour la forme, puis à 20h pile, huer la victoire de l'adversaire, longuement. Déception pour ses soutiens de Marine Le Pen, qui assure avoir espéré jusqu'au dernier moment. Je ne m'attendais pas à tel résultat, parce que je sais pas, l'opinion des gens dans la rue, parce qu'on a fait moi j'ai fait du militantisme, j'ai tracté, j'ai voté, il y avait un ras-le-bol vraiment de Macron. Et là, il a été réélu à 57%, donc moi franchement les bras m'en tombent. Résultat. Très déçu. Très déçu, on s'est investi dans cette campagne, on y a cru jusqu'au bout. Et là, bon, c'est un peu la douche froide. Marine Le Pen monte à la tribune très tôt. Et pendant quelques minutes, les militants oublient leur amertume. Mesdames et messieurs, un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Marine Le Pen a près de 2,5 millions de voix de plus qu'au deuxième tour de 2017. Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Le score historique de ce soir place notre camp dans d'excellentes dispositions pour obtenir un grand nombre de députés en juin prochain. Je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France! Allons enfants de... La Marseillaise résonne et les militants tentent de se remotiver. Il reste 7 semaines avant les législatives. On recommence ce travail pour les législatives
législatives. Les législatives, ça va nous permettre aussi d'être une véritable opposition à Emmanuel Macron. Quant à la suite, à plus long terme, pas d'indication sur la présence ou pas de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous serez là dans 5 ans, Madame Le Pen? Et vous? Pendant que Marine Le Pen poursuit son bain de foule, Éric Zemmour se tient en embuscade et fait les comptes. C'est la 8e fois, souligne-t-il, que la défaite frappe le nom de Le Pen. Benjamin Duhamel était au pavillon d'Armenonville au Bois de Boulogne où Marine Le Pen a donc fait son discours. Il nous en dit plus sur l'ambiance là-bas et sur les prochains défis de Marine Le Pen. Ce qui était assez étonnant, c'est que c'était pas vraiment une ambiance. Il y avait de la déception, bien sûr, comme il y en a dans ce genre de situation, mais pour autant, les gens ne sont pas tombés de leur chaise, comme si, au fond, ils avaient anticipé le fait que c'était perdu, ou du moins que ça allait être très difficile. Donc vous avez raison, là, premièrement, elle parle d'une éclatante victoire. C'est fait un peu penser à Valéry Giscard d'Estaing, qui en 1980, quand il perd, dit « ce n'est pas une défaite, c'est une non-victoire ». Et on voit bien que souvent, les perdants politiques, le soir de leur défaite, n'ont pas tendance tout de suite à dire, et de la même manière, c'est quelque chose s'est levé. C'est insupportable, cette langue de bois, c'est insupportable. Alors, donc ça, c'est le premier élément. On dit ça. Et puis, voilà, Robert Ménard, donc allié de Marine Le Pen, qui dit que c'est insupportable. Moi, je suis et vous êtes libre. Je ne suis pas au Rassemblement national. C'est vrai. J'ai appelé à voter Marine Le Pen en faisant la liste de tous mes désaccords. Mais de l'autre côté, je constate que sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité... Monsieur Ménard, reprenons pas, s'il vous plaît. J'essaie d'expliquer qu'on peut avoir des positions nuancées. Oui, bien sûr. Ça, je pense que dans la campagne, on a compris que vous pouviez avoir des positions nuancées par rapport à Marine Le Pen. Et la deuxième chose qui était intéressante, c'est à ceux qui s'interrogeaient sur l'avenir de Marine Le Pen, sur le fait de savoir si elle allait ou non continuer son engagement politique. Là, pour le coup, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle sera là. De ce que l'on comprend quand on discute avec ses proches à l'issue de ce discours, elle sera candidate aux législatives dans sa circonscription d'Hénin-Beaumont. Peut-être ne reprendra-t-elle pas le flambeau de la présidence du parti où Jordan Bardella officie, mais à ceux qui espéraient qu'elle arrête le combat politique, on a plutôt compris que ce n'était pas le cas. Donc voilà ce qui était assez singulier comme ambiance. C'est vrai qu'il y a un degré de violence de cette campagne d'entre-deux tours que Marine Le Pen a évoqué, et on sent bien que, il ne s'était pas attendu à ce qu'il y ait une telle rediabolisation, et donc sans doute cette rediabolisation-là a laissé des traces, ce qui peut expliquer le côté un peu effectivement mauvais perdant de ne pas féliciter Emmanuel Macron pour sa victoire. Et souvenez-vous, le maire de Béziers avait appelé à voter Marine Le Pen pour le second tour. Alors comment Robert Ménard explique-t-il cette défaite? Il y a eu des erreurs selon lui, on l'écoute. Si j'étais au Rassemblement national, j'en serais content, ça fait 8 ou 10% de plus. Honnêtement, c'est une déception. Moi, je ne vais pas vous raconter que je trouve que c'est une bonne chose. C'est évidemment une déception. Alors, c'est une déception, pourquoi ? Parce que, manifestement, il y a un plafond de verre que le Rassemblement national n'arrive pas à franchir. Deuxièmement, parce qu'on était parti quand même, je dis on, puisque j'ai appelé à voter Marine Le Pen, avec au lendemain du premier tour, ça devait être 49, 51. Là, on arrive presque 10 points en moins. Ça veut dire que peut-être que cette droite-là ne s'est pas expliquée. Elle fait encore peur. Elle fait encore peur parce que sur un certain nombre de points, je pense qu'elle se trompe. Alors quel est le profil des votants, le décryptage et l'analyse de ce vote du second tour avec notre journaliste Céline Pitlet? Grâce à notre sondage ELAB du jour, d'abord, premier renseignement, presque la moitié des électeurs d'Emmanuel Macron ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. 47% de ces électeurs étaient dans cette démarche donc de faire barrage à la candidate du Rassemblement national. En revanche, 53% ont voté pour lui par adhésion. Emmanuel Macron, il a fait la différence sur deux catégories d'âge. D'abord, les plus jeunes, les 18-24 ans, 59% ont voté pour lui, contre 41% pour Marine Le Pen. Mais surtout, les plus âgés, et là c'est encore plus net, vous allez le voir, 75%, donc les 3/4 des 65 ans et plus ont voté pour Emmanuel Macron, 25% pour Marine Le Pen. Si on prend maintenant les catégories socio-professionnelles, 71% des cadres ont glissé un bulletin de vote Emmanuel Macron. Du côté des ouvriers, en revanche, on a boudé le président, 32% pour Emmanuel Macron contre 68% pour Marine Le Pen. Sur quel dossier, Céline, est-ce que les électeurs attendent prioritairement le président réélu ? Eh bien, surtout sur le pouvoir d'achat. C'est extrêmement net. 60% des Français disent que c'est le thème prioritaire pour le président, suit la santé à 29%, puis l'environnement et l'écologie à 26%. Et juste derrière, ce sont les retraites. Comment ont voté les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, 44%, une majorité, a choisi l'abstention, le vote blanc ou le vote nul. 38% a voté pour Emmanuel Macron et seulement 18% pour Marine Le Pen. On commence à avoir des résultats qui nous remontent des villes et notamment du Havre. Le Havre, c'est la ville de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais c'est une ville aussi qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour à 30%. Il était en tête. Et bien là, pour ce second tour, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête au Havre à plus de 63% des voix contre 36% pour Marine Le Pen. Et puis l'autre grand enseignement de ce second tour de la présidentielle, c'est ce chiffre. Le chiffre de l'abstention, près d'un Français sur 3 n'est pas allé voter aujourd'hui, 28,01% selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur. C'est un record pour un deuxième tour de la présidentielle, record depuis 53 ans, c'était en 1969. Le troisième tour a, lui, commencé avec la bataille des législatives qui a déjà été lancée dès ce soir. Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour, a pris la parole. Peu après les résultats, il a fait savoir qu'il comptait sur les élections législatives pour devenir Premier ministre. Pour ce second tour, Mme Le Pen et M. Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Les urnes ont tranché. Mme Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, M. Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls. Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation. Les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures. Les personnes usées qui partiront à la retraite 3 ans plus tard. Les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués. Les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de M. Macron est un crime. Les personnes qui voient avec tristesse l'État détruit et le pays vendu à la découpe. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le troisième tour commence ce soir. Revenons sur l'une des affirmations de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Emmanuel Macron est-il vraiment le président de la Ve République le plus mal élu? Écoutez la réponse de Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Jean-Luc Mélenchon se réfère au nombre de voix par rapport au nombre d'inscrits, donc en millions de personnes. Or, si on se réfère juste au nombre de voix, Jacques Chirac en 1995 est élu avec 15 millions de voix et à mon avis, Emmanuel Macron va faire quoi, 17 environ? Je regarde Bernard, 18. Donc Jacques Chirac est élu avec 15 millions de voix. Nicolas Sarkozy en 2007, victoire très large, est élu avec 18 983 000 voix. Et François Hollande en 2012 est élu avec 18 millions de voix. Donc quand on prend les chiffres, à la fois en pourcentage du score sur 100% et en nombre de voix, Emmanuel Macron est élu ou réélu ce soir avec beaucoup plus de voix que Jacques Chirac en 95, Nicolas Sarkozy en 2007, enfin peut-être ça à vérifier, et François Hollande en 2012. Réaction également de Valérie Pécresse, la candidate LR, elle aussi éliminée au premier tour, a posté un tweet. J'adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron. Sa victoire ne doit pas masquer les fractures de notre pays, conduisant Marine Le Pen à un score inédit. Cap sur les législatives avec une droite engagée pour défendre le projet de redressement dont la France a besoin. On le disait, ce troisième tour est donc d'ores et déjà lancé. Vous l'avez vu, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, mais aussi Jean-Luc Mélenchon pensent déjà aux législatives des 12 et 19 juin prochains. Écoutez l'analyse de Nora Hamadi et Benjamin Duhamel.
Effectivement, on voit bien qu'il y a eu une polarisation sur 3 blocs lors de ce premier tour, que dans ce deuxième tour, il y a eu la nécessité de faire une nouvelle fois barrage, 3e fois barrage depuis 2002, et que dans ce cadre-là, la nouvelle stratégie de ces blocs est de faire de cette élection législative un 3e tour de cette présidentielle, de telle sorte à maximiser, si je puis dire, les oppositions et faire en sorte que ce Parlement qui a pu, durant ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron, être considéré comme un Parlement godillot, qui n'a été qu'une chambre d'enregistrement, existe et fasse en sorte, en fait, de bloquer la politique qui souhaite être mise en œuvre par le président de la République. La difficulté, c'est que faire des gestes et une sorte d'aggiornamento, ce n'est ni dans le tempérament d'Emmanuel Macron, ni dans la culture politique de la Ve République, où vous parliez, Nora, de possibilité d'avoir des coalitions, c'est pas du tout. Non, c'est pas prévu par les institutions. C'est pas du tout ni prévu par les institutions, ni même dans l'esprit de la Ve République. Est-ce que aller chercher à droite à gauche, faire des débauchages chez des maires socialistes, chez certains élus de droite, est-ce que véritablement ça répondrait à la crise politique que révèle et vous avez tout à fait raison. Est-ce que ça répondrait véritablement à la crise politique que montrent aussi ces résultats par l'abstention, par la poussée des extrêmes? C'est pas sûr. C'est effectivement sans doute par des messages sur le fond, c'est-à-dire essayer de trouver des majorités d'idées. À la réélection d'Emmanuel Macron à l'étranger à présent. La dernière est celle de Joe Biden, le président américain, sur Twitter. Félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection. La France est notre plus ancien allié et un partenaire clé pour relever les défis mondiaux. Je me réjouis de la poursuite de notre coopération étroite, notamment pour soutenir l'Ukraine, défendre la démocratie et lutter contre le changement climatique. Donc voilà pour les mots de Joe Biden. Et puis Emmanuel Macron a eu par ailleurs ce dimanche soir au téléphone le chancelier allemand Olaf Scholz ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui l'ont tous les deux félicité pour sa réélection. Et puis vous le voyez, message également du président du Conseil européen Charles Michel. Chaleureux, bravo, cher Emmanuel Macron. On le voit, beaucoup de félicitations sur Twitter, notamment donc à l'étranger. Tour d'horizon avec Raphaël Grabli, le chef du service tech de BFM TV. Un tweet symbolique, le président ukrainien qui félicite Emmanuel Macron pour sa victoire. Alors je lis, il lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple français. Il lance aussi un appel pour une Europe forte et unie. Alors il faut quand même aussi rappeler quelque chose, c'est que Volodymyr Zelensky n'avait pas exclu non plus de travailler avec Marine Le Pen à condition qu'elle reconnaisse cette trompée sur le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et un autre détail très important, c'est Zelensky qui a invité Emmanuel Macron à Kiev, en Ukraine, pour le rencontrer. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron va se rendre en Ukraine prochainement ? Autre message qui fait allusion à la situation en Ukraine ? Oui, cette fois, un message à connotation artistique. C'est l'écrivain Stephen King, pour lequel la victoire de Macron est une autre défaite cuisante pour Vladimir Poutine. Philippe Corbet, juste, je reviens vers vous, Raphaël Grabli, dans quelques instants. Il va y aller à Kiev ? En tout cas, c'est une hypothèse qui existait avant le second tour, l'hypothèse d'un départ à Kiev. Alors, est-ce que ce serait là, dans la foulée de sa réélection, ou est-ce que ce serait avec le chancelier Scholz, le chancelier allemand, et donc peut-être après le début de son nouveau mandat, puisqu'il va y avoir une cérémonie d'investiture, même s'il n'y a pas de passation de pouvoir. Mais, donc voilà. Mais effectivement, il y a une hypothèse d'un départ d'Emmanuel Macron à Kiev dans les prochains jours, mais c'est une hypothèse. On termine avec des choses plus légères, me dites-vous. Oui, plus légères, des commentaires, pas mal de commentaires sur cette arrivée d'Emmanuel Macron au Champ de Mars, entouré d'enfants. Et oui, une connaissance de Benoît Galeret qu'on retrouve le matin à 10h pendant la Toussaint sur BFM TV. Voilà, qui a cru que le couple présidentiel et les enfants allaient commencer à danser comme dans le clip de Thriller, le clip de Michael Jackson. J'ai trouvé vraiment pas mal. Et puis il y en a une autre quand même pour conclure la soirée, forcément. Il est tard, alors un tweet sous forme d'avertissement. S'il y a des enfants de la zone B autour d'Emmanuel Macron, je rappelle qu'il y a école demain. Et voici comment la presse traite également de cette actualité. Les unes de vos journaux consacrés bien sûr à la réélection d'Emmanuel Macron. Libération, titre Macron réélu, merci qui ? Grande victoire, grand défi, titre Le Figaro, vous le voyez. Ou encore pour La Croix, la une de La Croix, c'est tout reste à faire. Et puis dans l'actualité également, 2 personnes sont mortes après que des policiers aient ouvert le feu sur un véhicule refusant d'obtempérer sur le Pont-Neuf. Dans le 1er arrondissement de Paris, un 3e occupant de la voiture a été blessé. La procureure de la République s'est rendue sur place. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN, la police des polices, a été saisie selon le parquet de Paris.
Il est 2h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, ce chiffre 58,55%. Emmanuel Macron est donc réélu président. Une première sans cohabitation sous la Ve République. Emmanuel Macron, pour qui près de la moitié des électeurs ont voté uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen, promet le début d'une nouvelle ère. Célébration au Champ de Mars à Paris avant de rejoindre la résidence des présidents, la Lanterne à Versailles. Réparer les fractures, répondre aux questions de société. Les défis sont nombreux pour ce nouveau mandat que les Français lui ont confié. Marine Le Pen battue, mais elle améliore son score de plus de 7 points par rapport à 2017. Jamais le RN ou avant le FN n'avait réussi un score aussi élevé. Et Marine Le Pen appelle déjà à continuer le combat pour les législatives. Et cet autre enseignement, près d'un tiers des Français se sont abstenus de voter pour le second tour de la présidentielle. 28,01% précisément des électeurs. C'est plus qu'au premier tour et près de 3 points de plus qu'en 2017. L'affiche était donc la même qu'il y a 5 ans. L'issue également, Emmanuel Macron est donc réélu président de la République. Voici les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. 58,55% pour Emmanuel Macron, 41,45% pour Marine Le Pen. Le meilleur score historique pour le parti d'extrême droite. Plus de 17 points d'écart entre les deux candidats. Pas si serré qu'envisagé avant le second tour. En 2017, les deux candidats avaient respectivement obtenu 66,1 et 33,9%. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron marchait seul dans la cour du Louvre pour prononcer son discours de victoire. Ce soir, c'est en signe de rassemblement que le président réélu s'est avancé vers la scène installée sur le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, pour célébrer sa réélection entouré de son épouse, de ses soutiens et de jeunes. Retour sur la soirée du vainqueur avec Camilla Giudice. L'attente, puis la joie à 20h des partisans d'Emmanuel Macron réunis sur le Champ de Mars. Le visage du président sortant vient de s'afficher sur l'écran géant, réélu face à Marine Le Pen. Au pied de la Tour Eiffel, les soutiens d'Emmanuel Macron font leur arrivée. Les membres de son gouvernement, son ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui s'offre même un bain de foule. Merci pour tout. Puis vers 21h30 enfin, le président fraîchement réélu arrive à son tour, alors que résonne l'hymne à la joie, l'hymne européen. S'il s'agit de la même musique qu'en 2017, la mise en scène est, elle, bien différente. Emmanuel Macron s'affiche marchant main dans la main avec son épouse, entouré d'une vingtaine de jeunes, les enfants des membres de son équipe de campagne. Dès le début de son discours, il remercie ses soutiens et électeurs, mais se pose comme le président du rassemblement. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Emmanuel Macron qui promet également un quinquennat différent du précédent. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Même si l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'est resserré par rapport au second tour de 2017, sa réélection est de bon augure pour l'avenir, selon les militants présents. Je suis soulagée et pour moi, je suis satisfaite parce que pour moi, l'avenir est bien tracé. On a réussi quand même à se fédérer autour de la politique d'Emmanuel Macron. Il va savoir s'entourer des personnes qui justement n'étaient pas de son avis. Et donc c'est pour ça qu'on pense qu'il saura faire le job, comme on dit. Dorénavant, le président va devoir nommer un nouveau gouvernement provisoire avant les élections législatives. Les jours qui viennent,
le choix d'une équipe gouvernementale, la bataille législative devront envoyer ces signaux d'unité, de rassemblement, d'écoute. Je pense dans la méthode aussi, il faudra sans doute prendre le temps de consulter un certain nombre de personnalités, de réfléchir, parce que ce sera le premier geste politique du président. Les Français seront invités à élire leurs députés les 12 et 19 juin prochains. En fonction de la majorité qui se dégagera, le gouvernement sera amené à évoluer. Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République réélu sans cohabitation. Une élection pourtant loin d'être un plébiscite, avec près de la moitié, 47% de ces électeurs qui ont souhaité faire barrage à Marine Le Pen, et avec plus de 12 millions d'abstentionnistes à ce second tour. Du côté de la France insoumise, Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez également le député insoumis Alexis Corbière sur notre antenne. 53% seulement des gens qui ont voté Emmanuel Macron adhèrent à son projet. On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce pays, malgré tout, où un tiers des Français ne sont pas venus voter, ne les oublions jamais, c'est 12 millions de gens. Et s'ils ne viennent pas voter, ça pose un problème. En plus, sociologiquement, ce sont les milieux populaires. Et deuxièmement, 3 blocs qui se sont exprimés au premier tour. Un vote, une victoire d'Emmanuel Macron, due, me semble-t-il, à une grande partie de rejet de Mme Le Pen. Mais les macronistes, pardon de le dire sous cette forme, doivent entendre, ou je crois, j'entends la tonalité, ils n'entendent pas, me semble-t-il, que si M. Macron est élu, ça n'est pas par adhésion à son projet. C'est folie que de le croire. Emmanuel Macron a-t-il vraiment été si mal élu que cela? Comment va-t-il faire pour rassembler et apaiser le climat politique et social? Décryptage, élément de comparaison avec notre éditorialiste Bruno Jeudi. Je pense qu'il y a la nécessité de gestes symboliques. Le pays sort quand même, on l'a vu, assez divisé, assez fracturé. Alors on le savait avant, mais la campagne a sans doute mis en évidence ça. Emmanuel Macron a dû s'employer dans l'entre-deux tours. Il a lui-même essuyé beaucoup les critiques à partir du moment où il est descendu sur le terrain. Au fond, en 2017, quand il se fait élire, le contexte est totalement différent. Et il l'a souvent redit dans la campagne. Il nomme deux premiers ministres qui n'ont pas voté pour lui au premier tour. Ça, c'était un sacré symbole. On verra ce qu'il en est cette fois-ci. Il faudra sans doute qu'il élargisse, qu'il le fasse vraiment. Quelle forme ça prendra? Est-ce que ce sera des débauchages individuels ou est-ce que ce sera une forme de discussion avec des formations ou la constitution d'une nouvelle formation? Il va devoir faire preuve d'imagination et trouver les symboles pour apaiser un peu le climat politique. Sinon, on va se lancer dans des législatives. On voit bien, le climat est assez préoccupant. Moi, ça fait quelques années que je suis les soirées électorales de présidentielles et franchement, j'ai rarement vu une campagne qui démarre aussi sec où il n'y a pas eu de répit. Ça a duré 10 minutes. Marine Le Pen a lancé les feux tout de suite. Mélenchon derrière, Zemmour et sur tous les plateaux, c'est ça. Donc c'est vraiment très rapide, assez violent d'entrée. Et c'est dans 7 semaines l'élection. En plus, cette élection législative est plus tardive qu'habituellement, puisque le calendrier fait que ça a été repoussé à 7 semaines. Donc pour le pouvoir qui va s'installer, il va falloir maintenir le soufflet, il va falloir maintenir une forme d'élan. Et on voit bien que l'élan est assez ténu, même si la victoire est large. C'est plus l'ambiance dans le pays qui est assez difficile. Alors après, c'est à Emmanuel Macron de trouver les gestes. Je pense que cette fois-ci, il faudra des gestes. 2017, il est nouveau. Il y a des gestes, mais là, il faut trouver d'autres formes de surprise et de gestes qui permettent d'apaiser et de rassembler. Avec une base politique aussi friable que celle qu'on décrit, avec en plus un rapport personnel au peuple aussi contesté, parce qu'il est quand même extrêmement détesté, s'il ne tient pas ses promesses, il aura du mal à finir son quinquennat sans un énorme trouble social. Ça peut même arriver plus vite que prévu. On voit bien que l'automne, entre la crise économique qui se profile sur fond de guerre en Ukraine et de suite de l'épidémie, de crise sociale qui fera suite évidemment aux réformes difficiles qu'Emmanuel Macron va faire passer, notamment les retraites, plus la jeunesse qui a été brutalisé dans le confinement par la maladie et qui va arriver à l'université là en octobre, tout ça est réuni pour que l'automne dès 2022 soit très très chaud. Donc il doit tenir ses promesses et même aller au-delà de ses promesses. Alors il fait quoi? Qu'a-t-il dit à Figeac? Il a dit: je vous promets considération et goût pour l'avenir. Considération, ça veut dire qu'il faut qu'il retisse, qu'il rabiboche la France avec son dirigeant. C'est un gros travail personnel sur lui-même. Ça veut dire aussi un gros travail de décentralisation, de relance des partenaires sociaux, de discussion, d'oxygénation de la démocratie. Et puis, le goût pour l'avenir, c'est des réformes. C'est des réformes, certaines douloureuses mais courageuses. Sans doute travailler plus, remettre les comptes sociaux d'équerre, sans doute essayer de doper la construction européenne pour qu'on change de dimension dans nos réponses aux crises mondiales. Et puis ce goût pour l'avenir, c'est là encore remettre la jeunesse au cœur du travail du gouvernement. Ce qui doit être fait pour ceux qui ont 20 ans et qui, pendant 20 ans, vont traverser une période d'effort et de sacrifice.
Et parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est conscient de l'élection en demi-teinte d'Emmanuel Macron, mais aussi des défis qui attendent le président réélu. Je dirais bravo, et le plus dur commence, mais je pense qu'il le sait. On a un pays qui est profondément fracturé, qui a donné un mandat très clair au président de la République, c'est une très bonne chose, mais qui ne doit pas nous faire oublier qu'il y a, comme Emmanuel Macron l'a rappelé, des fractures, des divisions, notamment territoriales, dont il va falloir tenir compte dans le prochain mandat et auxquelles il va falloir apporter des réponses très concrètes le plus vite possible. Après sa célébration au Champ de Mars à Paris, Emmanuel Macron a quitté les lieux en voiture et en famille, direction la Lanterne, la résidence des présidents située à Versailles. Un transit par son luxueux domicile qui pourrait bien faire grincer quelques dents chez les Français les plus précaires qui ont voté pour lui pour faire barrage au Rassemblement national, mais aussi Jean-Luc Mélenchon qui qualifie régulièrement Emmanuel Macron de monarque président. Une fuite du président pour Pierre Jacquemin, un rédacteur en chef du magazine Regard. Écoutez. Pour La Pen, il y a vraiment un côté courage fuyant. Il n'a pas été extrêmement bien élu. Il est élu, et tout le monde l'a reconnu ce soir. Bruno, non, il n'a pas été aussi bien élu qu'en 2017, par exemple, avec une forte participation. C'est une réélection quand même. Une forte progression, en tout cas significative, de l'extrême droite. Donc il y a un côté courage fuyant. C'est vrai qu'il est président de la République, il appartient presque aux Français. Il y a quelque chose de sacrificiel. Normalement, le soir d'un second tour, il devrait aller faire un bain de foule, rencontrer des gens, aller au moins, à minima, saluer ses sympathisants. Mais bon, est-ce bien là l'essentiel? Je n'en suis pas sûr. Ouais, le signal est là quand même. Au Champ de Mars, il y avait des sympathisants, il a passé du temps avec eux avant, après le discours. Donc, il a vu ses sympathisants, il n'est pas allé au QG parce qu'il n'y a personne au QG, ils étaient au Champ de Mars. Mais il n'est pas allé au Fouquet's, par exemple. Enfin, je dis ça parce que ça a été resté comme un... Non, mais... Ah, c'est vrai. Mais parce qu'en c'était un marqueur. C'était resté comme un symbole du début de la présidence Nicolas Sarkozy. Est-ce que... Il avait eu la coupole il y a 5 ans. Au soir du premier tour. La rotonde, pardon. Enfin, c'est dans la même veine, Philippe. Jacques Chirac réélu en 2002, il rentre à l'Élysée. Et dans le camp adverse, 2012, 2017, 2022, c'est un nouvel échec pour la troisième candidature à la présidentielle de Marine Le Pen. Loïc Besson a suivi la finaliste du Rassemblement national tout au long de cette journée de second tour. Il était auprès de ses sympathisants, forcément déçus après l'annonce des résultats. C'était au pavillon d'Armenonville, au Bois de Boulogne, dans l'ouest de Paris. Une éclatante victoire, voilà comment Marine Le Pen a présenté les choses dans son discours qui ne s'est pas fait attendre peu après l'annonce des résultats à 20h. Ce discours de défaite, mais où nos idées atteignent des sommets. C'est ce qu'a dit la candidate du Rassemblement national qui a également lancé un appel à poursuivre le combat. Je mènerai ce combat, a-t-elle dit devant ses partisans ici dans le Bois de Boulogne. Comprenez la bataille des législatives. Je la mènerai avec Jordan Bardella, a-t-elle dit. Marine Le Pen qui, selon son entourage, devrait à nouveau se présenter elle-même dans le Pas-de-Calais parce que c'est son fief et que c'est son moteur, nous dit l'un de ses proches. Il n'y a pas de fatalité quand les Français déjouent les pronostics. Jamais je ne les abandonnerai. Voilà comment elle a conclu sa prise de parole ici. Forcément, il y avait de la déception chez elle, dans ses équipes, mais également chez les militants. Il n'empêche que dans son entourage, on fait valoir que c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de plafond de verre quand on compare le score au second tour de Marine Le Pen à celui d'il y a 5 ans. Battue, Marine Le Pen ressort malgré tout renforcée de ce scrutin de 2022. Jamais le Rassemblement national n'avait obtenu un score aussi élevé au second tour de la présidentielle. 41,45%, donc selon les estimations et selon même les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. Immédiatement après l'annonce des résultats, depuis la terrasse du pavillon d'Armenonville à Paris, vous le voyez, la candidate d'extrême droite s'est entretenue par téléphone avec Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui a ensuite rapidement prononcé son discours, reprochant à son adversaire d'avoir créé une fracture entre les Français et annonçant qu'elle poursuivrait son engagement politique. On écoute un extrait. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été 1000 fois, et 1000 fois l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui,
Pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. Marine Le Pen va donc poursuivre son engagement, mais pourquoi faire? Dans quel rôle? Écoutez l'analyse de notre journaliste politique, Amandine Atalaya. On pouvait un peu s'en douter, on commençait quand même à le voir venir et c'est d'ailleurs un peu la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, ça n'est plus très clair, qui avait dit quand même il y a longtemps qu'il arrêtait, que c'était certain, et puis finalement qui hésite pour les législatives. C'est dur d'arrêter. Hein. Et ce discours ce soir de Marine Le Pen, il rentre dans la catégorie de tous les événements un peu lunaires ce soir, parce que vous le soulignez tout à l'heure, d'une part, elle ne félicite pas le président élu ce soir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce minimum de correction qui est normalement... Elle l'a appelé au téléphone juste Oui, avant. mais enfin ça c'est la base dans la démocratie, mais quand on fait un discours, normalement, on félicite son adversaire par courtoisie républicaine. Et donc, d'une part, ça manquait. D'autre part, elle avait un ton qui était quand même extrêmement agressif d'emblée. Comme vous le disiez, Bruno, elle lance la bataille des législatives. Et puis, tertio, c'est un peu étrange de voir Marine Le Pen, en effet, repartir comme ça à la bataille, alors que... Ces derniers temps, on avait plus ou moins compris qu'elle n'y croyait plus elle-même, Marine Le Pen. Il y avait ce débat où elle n'avait pas attaqué Emmanuel Macron. Enfin, elle semblait faire une fin de campagne sans trop y croire elle-même. Donc, elle veut maintenant se poser comme la future chef de l'opposition à nouveau. Mais là aussi, c'est un peu ce dont la France est malade aujourd'hui. C'est cette éternelle répétition des mêmes personnages qui recréent inévitablement les mêmes blocages. À l'image de leur candidate, les élus Rassemblement National se sont projetés aussi immédiatement après l'annonce des résultats sur ce fameux troisième tour de la présidentielle. Les législatives, elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. L'occasion de créer une opposition au président de la République à l'Assemblée, comme le détaillait sur notre antenne le porte-parole de Marine Le Pen, Julien Sanchez. Pour ce qui est du discours du chef de l'État réélu, moi je ne crois pas du tout en sa sincérité et je n'y ai jamais cru depuis 5 ans. Il l'a d'ailleurs prouvé dans tous ses actes. Donc les discours c'est bien, les actes c'est mieux. Nous verrons ce qu'il fera dans les prochains mois et les prochaines années. Mais d'ores et déjà, je pense qu'il ne faut pas lui accorder les pleins pouvoirs. Je pense qu'il faut vraiment que les Français se saisissent des élections législatives, qui sont des élections presque plus importantes que l'élection présidentielle, parce que ce sont les parlementaires qui font aussi la loi. Et je crois qu'il est important d'avoir une opposition très forte à Emmanuel Macron au sein de cette Assemblée nationale. Dans quel état d'esprit se trouvent les militants du Rassemblement national après cet espoir déçu ce soir? On les écoute au micro d'Antoine Forestier, Edgar Becquet et Valentin Révolier. De la tristesse et de la colère. De la colère contre les Français qui sont inconscients. Ceux qui ont voté blanc et ceux qui ont voté Macron. À moins qu'ils s'y retrouvent. Mais ce n'était pas la plupart des Français. Pour moi, c'est un résultat honorable. C'est un score historique pour le Rassemblement national, marqué aussi par une abstention record qu'on n'avait pas enregistrée depuis 1969. Donc voilà, les électeurs ne se sont pas suffisamment mobilisés. C'est une grande déception, mais ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire on a vu une levée de bouclier de tous les médias français contre Marine Le Pen. Donc, la surprise n'est pas là. L'autre grand enseignement de cette soirée électorale, c'est ce chiffre, celui de l'abstention au second tour, 28,01% selon les chiffres définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. C'est près de 3 points de plus qu'il y a 5 ans avec les mêmes candidats finalistes. Et cela représente près de 12 millions de Français qui n'ont pas souhaité choisir donc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Une tendance déjà qui était visible au premier tour et qui démontre un profond problème de démocratie auquel devra répondre le président réélu. L'analyse sur notre antenne de Caroline Michel Aguirre, grand reporter au service politique du magazine L'Obs. La vedette de cette élection et de cette campagne, et c'est bien la tristesse qui nous étreint tous malgré tout, c'est l'abstention. On a cessé d'en parler, on a cessé d'en parler dans l'entre-deux tours, et l'enjeu majeur pour chacun était d'appeler les électeurs à venir voter, quel que soit leur choix. Il y a un problème démocratique en France. L'enjeu majeur pour Emmanuel Macron, c'est de trouver les moyens
qu'il s'exprime démocratiquement, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime pas dans la rue par des violences ou par des manifestations très très vite. Donc ça, il en a conscience. Malgré tout, il ne nous a absolument rien dit de la manière, c'est-à-dire que soudainement, il utilise depuis quelques semaines des mots comme invention d'une nouvelle méthode. On ne sait pas en vérité de quoi il en retourne. Et l'enjeu pour lui, il est de répondre à la fois à cette promesse démocratique et de montrer qu'il y sera capable d'y répondre personnellement. Parce que ce n'est pas faire insulte à Emmanuel Macron de dire qu'il n'a pas le profil d'une Angela Merkel et qu'on l'imagine difficilement arriver à un compromis à l'allemande. Il s'est surtout caractérisé jusqu'à présent par son côté jupitérien. Impuissant à faire pencher la balance du côté des nationaux pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour entrevoit dans les législatives du 12 et du 19 juin prochain l'opportunité d'une union des droites à laquelle il prendra part. Les précisions de notre reporter Marie-Jean Tric. Éric Zemmour a commencé par exprimer sa tristesse. Les amoureux de la France ont perdu, c'est ce qu'a déclaré le chef de file du parti Reconquête. Éric Zemmour a donc déploré la défaite de Marine Le Pen en expliquant que cette défaite, ça faisait longtemps qu'il la voyait venir et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'était présenté à l'élection présidentielle. Et donc Éric Zemmour a expliqué qu'il n'avait pas réussi à empêcher la réélection d'Emmanuel Macron. Alors après avoir exprimé ses regrets, Éric Zemmour s'est tourné vers le futur et plus particulièrement vers les élections législatives qui arrive d'ici peu. Éric Zemmour a alors appelé à l'union des droites. On l'écoute. C'est pour cela que j'appelle à l'union nationale en vue des législatives. Nous devons oublier nos querelles et unir nos forces. C'est possible, c'est indispensable, c'est notre devoir. Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de Reconquête, du Rassemblement national, de Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron aient une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine Assemblée. Avec ce discours, Éric Zemmour montre donc qu'il a bel et bien l'intention de continuer à peser dans la vie politique française. D'ailleurs, il le disait il y a quelques semaines, s'il n'accédait pas à l'Élysée, il comptait être candidat aux élections législatives, sans préciser toutefois dans quelle circonscription il comptait se présenter. Les législatives en ligne de mire également pour les Républicains, dont la candidate Valérie Pécresse a échoué au premier tour. La maire, les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, appelle à la remobilisation autour des valeurs de la droite républicaine dès le 12 juin. La politique, c'est de l'incarnation. La politique, c'est de la clarté. La politique, c'est de la conviction. Et parfois, quand il faut faire barrage, la politique, c'est aussi la responsabilité. On a appelé à voter Emmanuel Macron. Et sur cette élection législative, il faut une mobilisation. Moi, je suis convaincue que nous pouvons répondre aux attentes et aux préoccupations des Français. Il y a deux enjeux majeurs qui vont se jouer sur ce quinquennat. Et nous devons évidemment être à l'Assemblée nationale assez nombreux et assez puissants pour pouvoir peser sur ces enjeux. Deux enjeux majeurs, vous dites lesquels ? L'enjeu social. Les inégalités, elles n'ont jamais été aussi importantes. L'école, la santé, le pouvoir d'achat. Et l'enjeu régalien. L'enjeu régalien aujourd'hui, sécurité. Il n'y a pas un endroit en France aujourd'hui où vous n'avez pas des violences urbaines, des affrontements tous les jours, encore ce matin. Tous les jours. Il faudra résoudre ce sujet de sécurité, mais aussi la maîtrise de l'immigration. Sinon, si on ne traite pas ce sujet, il est traité par démagogie. Et on voit le résultat aujourd'hui. Mais on ne peut pas quand même se résoudre à un niveau inédit, quand même en France, du Front National. BFM TV reste au plus près de cette présidentielle. Alors pour avoir tous les résultats, commune par commune, vous pouvez scanner ce QR code BFM TV qui s'affiche sur votre écran et vous aurez les résultats détaillés. Comment les Français ont-ils réagi à ces résultats du second tour? Entre critiques de la mise en scène de la célébration du président réélu et appel à sa démission immédiate, la twittosphère n'a pas toujours été tendre. Tour d'horizon avec Raphaël Grabli, le chef du service tech de BFM TV. Un commentaire sur la mise en scène du Champ de Mars. Alors, une mise en scène un peu étonnante. Alors, il y a une référence au DJ sur le Champ de Mars. Avec ce DJ, une ambiance un peu Coupe du Monde et un décalage avec une France qui est aussi fracturée. Et puis, pour certains, avec le score très important du RN, le score le plus important de l'histoire du mouvement d'extrême droite,
42% des votes. Et c'est vrai que cette ambiance du Champ de Mars, on va dire très festive, presque une ambiance de boîte de nuit, a été assez critiquée sur les réseaux sociaux. Vous avez trouvé l'ambiance décalée, Eric Woerth ? Écoutez, c'est une victoire électorale. On l'a faite de façon, j'ai l'impression, ça a été fêté de façon assez modeste. Et il y avait un DJ, il y avait de la musique, on a vu des ministres danser aussi un petit peu. Honnêtement, si on peut plus rien faire, il faut le dire. Enfin, à un moment donné, si on commence à défendre ce type de remarques, alors on sombre. Parce que Marine Le Pen avait dansé il y a 5 ans alors même qu'elle avait perdu. Un deuxième tweet un peu plus court, je crois. Alors, très court, très sobre. C'est simplement un mot-clé, un hashtag, il va apparaître. Macron démission. Alors pourquoi ? Pourquoi, justement, Eric Woerth, pourquoi je vous montre ce tweet? Parce que, d'une part, c'est l'un des tweets les plus populaires de la journée, et d'autre part, il a été publié à 20h00, c'est-à-dire que dès l'annonce du résultat, ce tweet a été propulsé en tête des audiences sur Twitter. Alors évidemment, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est pas la France, mais ça dit aussi quand même quelque chose de l'opposition qui peut attendre Emmanuel Macron dans les prochaines semaines, peut-être même les prochains jours. Ça vous fait marrer, Jean-Lin Lacapelle? C'est pas bien, c'est anonyme. Non, il n'est pas anonyme. Il me semble qu'il travaille plus ou moins aussi en partenariat avec Mediapart ou dans le milieu du journalisme. C'est pas tout à fait anonyme. C'est pas son nom? Oui, c'est un pseudo. Ça vous a fait rire, Jean-Lin Lacapelle? Courage. Oui, parce que mais je crois que c'est quelque chose qu'on va entendre pendant 5 ans. Parce que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron va être pire que le premier. Parce qu'il n'aura même plus, la conditionnalité d'un troisième quinquennat. Donc il ira au bout de ses obsessions. Donc il ira au bout de son projet des retraites à 65 ans. Monsieur Lacapelle, vous faites bien de rappeler cette règle constitutionnelle, 2 mandats consécutifs, c'est la limite. Et donc les Français se rendront compte. Donc 14 millions de Français ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Les autres, bien se rendront compte quand ils verront leur pouvoir d'achat continuer à reculer, quand ils verront l'immigration incontrôlée se poursuivre. Et ça posera un problème. Donc je souris, oui, parce que Macron émission, ça n'est que le début. Ça n'est que le début, on va l'attendre pendant 5 ans. Vous avez un dernier tweet? Oui, il va vous parler celui-là, Jean-Baptiste, le dernier tweet. Une comparaison avec cette fin de campagne et finalement la fin de saison du PSG, c'est-à-dire que le PSG qui est sacré champion de France, finalement sans vraiment grande fête, et puis un peu cette ambiance... C'était hier soir, ça. Ça, c'était hier soir. Ouais. Et puis cette ambiance un peu étonnante aussi au Champ de Mars, et cette ambiance un petit peu de frustration. Alors il y a les pro-Macron, évidemment, cette victoire en demi-teinte, mais aussi cette campagne qui a été, on va dire, polluée, entre guillemets, par d'autres sujets. La guerre en Ukraine, notamment, le Covid au tout début de la campagne, et puis aussi un peu cette absence de débat, et donc finalement, un certain parallèle avec un autre événement, cette fois purement sportif. Et regardons les réactions des responsables politiques internationaux à présent. Félicitations de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Félicitations Emmanuel Macron. J'ai hâte de poursuivre notre travail ensemble sur les enjeux importants pour les Canadiens et les Français, de la défense à la démocratie, à la lutte au changement climatique et à la croissance économique pour la classe moyenne. Quant à Olaf Scholz, il salue le signal fort envoyé par les électeurs français en soutien à l'Europe. Le chancelier allemand qui, comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a échangé d'ailleurs ce soir au téléphone avec Emmanuel Macron. Ils l'ont donc tous les deux félicité de vive voix pour sa réélection. Un début de second mandat qui a été marqué par un drame. On l'a appris cette nuit. Des policiers ont tiré dans la soirée sur un véhicule qui a tenté de les percuter dans le centre de Paris, sur le Pont-Neuf, tuant 2 occupants du véhicule et en blessant un 3e. Le véhicule circulait vraisemblablement à contresens quand les policiers ont voulu le contrôler. Il aurait alors foncé sur les agents qui ont fait usage de leur arme. La procureure de la République s'est rendue sur place. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN, la police des polices, a été saisie selon le parquet de Paris. Merci de nous avoir suivis pour cette soirée spéciale consacrée à ce second tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez évidemment continuer de la suivre avec Julien Migaud-Muller et Pauline Pioche qui prennent la suite tout de suite sur BFM TV. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Merci Fanny, merci Benjamin. Nous prenons le relais avec Pauline Pioche. Bonne nuit, bonjour, je ne sais même pas ce qu'on doit dire.